Mais quand même, si on pense à l'histoire, est-ce qu'elle sert, au moins pour nous, elle a servi dans la mesure où, grâce à la Révolution française, on a réussi quand même à être libre, à avoir la liberté de penser, de religion, etc. Certains privilèges ont été abolis. Et voilà, on est quand même quelque part ce qu'on est grâce à la Révolution française. Alors effectivement, il y a des points négatifs, parce que ce qui s'est passé à la Révolution française, il y a eu la guillotine, notamment par Robespierre et puis je ne sais plus qui. Enfin, il y a eu des choses affreuses, il y a eu beaucoup de morts. Et ça, le problème, c'est que, est-ce qu'on peut dire qu'il a fallu passer par là pour arriver libre? Pareil, le roi et la reine, bon, on pense qu'on veut, mais ça a été dur quand même. Mais voilà, ça a été par ce biais qu'on est arrivé à être ce qu'on est, à mon avis. Voilà. Moi, j'ai pas très bien compris en fait le sens que vous donnez à l'histoire. Est-ce que c'est l'histoire telle qu'elle est retranscrite, telle qu'elle est, comment dire, interprétée par les hommes, par certains hommes en plus, ou bien est-ce que c'est l'histoire, le temps? C'est quoi le thème? C'est l'histoire avec un grand H, hein. C'est l'histoire événementielle. C'est pas l'histoire, même si on a parlé d'écriture de l'histoire, c'est pas la petite histoire, c'est-à-dire c'est l'histoire telle qu'on la raconte, c'est l'événement historique. Enfin, moi je l'ai pris dans ce sens-là. D'accord, mais l'événement historique, il peut être traité de différentes manières selon l'endroit où on se trouve, selon le camp où on se trouve quand il s'agit de guerre. Donc voilà, l'histoire sera différente d'un pays à l'autre. Ça ne sera pas la même histoire en fait. Tout à fait, c'est ce que j'ai rappelé. D'accord, ouais, mais pas de problème, effectivement. Ouais. Mais par rapport enfin, tu parlais aussi de l'histoire en Occident qui est plus linéaire et en Asie qui est circulaire. Moi, je trouve que ça pose aussi la question du libre arbitre et du déterminisme en fait. Parce que si on parle d'histoire circulaire, ça veut dire que tout est un peu écrit déjà. Oui. Hein, c'est des cycles, on retourne en arrière. Si c'est linéaire, on peut supposer que l'être humain a une possibilité d'action et une forme de libre arbitre dans la progression de l'histoire, du temps. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... La vision occidentale est une vision qui va mettre l'accent sur la liberté humaine, voilà. Peut-être excessivement d'ailleurs. La vision orientale, une vision qui va mettre l'accent plutôt sur le déterminisme, le destin, d'une manière certainement exagérée. C'est pour ça que la vision de Toynbee me semble plus sage, de faire la synthèse entre les deux. Parce que Toynbee nous dira qu'il y a une part de déterminisme, c'est l'idée du karma un petit peu, et en même temps quand même des actes, des initiatives, des grands hommes qui font avancer l'histoire quand même dans le bon ou dans le mauvais sens, dans le bon ou dans le mauvais. Il y a un mélange, je pense, des deux. Ouais, et l'idée du karma suppose que si on veut sortir du karma, il faut sortir de l'histoire. Puisque l'histoire est liée au temps. Et pour sortir du karma, on sort du temps. Donc c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que... C'est ça. Le nirvana, c'est hors du temps. Voilà. Le temps n'existe pas. D'ailleurs, c'est une illusion de penser que le temps existe. Donc l'histoire serait une illusion. Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Donc il n'y a plus de débat. Si on se place d'un point de vue asiatique, je ne dirais pas que je ne rentre pas dans une conclusion aussi facile comme ça, de dire que l'histoire n'existe pas. Non, c'était un petit peu... Le temps n'existe pas. Le temps, en tant que principe, existe. On pourrait dire que le temps n'est pas disproportionnellement égal partout. On peut le dire. Mais de dire que l'histoire, c'est quoi d'abord? L'histoire, c'est ce qui reste après mon passage. Alors, est-ce que moi, quand je passerai, ceux qui vont raconter mon passage vont rapporter les choses telles que je l'ai vécues? C'est ça le grand problème. Ouais. Et ça, c'est l'interprétation. C'est l'interprétation, mais non. C'est pas l'histoire elle-même, c'est l'interprétation des faits, en fait. C'est comme la culture. Si on prend la culture dans sa logique naturelle, c'est bien la culture. La culture commence à devenir dangereuse lorsqu'elle est mal enseignée. Il fallait qu'en France, on arrive à la Révolution française. D'où j'entends certains disent la remortance. Pourtant, nous, on nous a appris que c'était la Renaissance. Mais les gens disent que
la remortance. C'est-à-dire c'était le moment où la France commençait maintenant à mourir au lieu de se réveiller. Au départ, les choses gardent leur sens naturel, le sens le plus propre. Mais c'est avec le temps, ceux qui incarnent ces pouvoirs, ce sont ceux-là, il faut d'abord les voir. C'est comme on dit, le forgeron, quand il fabrique sa couronne, il fabrique une belle couronne pour un bon roi, une belle reine. Mais le problème, c'est la tête de la personne que le forgeron va placer sa couronne. Mais s'il place sa couronne sur la tête d'un barbare, puisque le barbare devient roi, il fait sa tyrannie. Donc, en quelque sorte, nous sommes une partie de quelque chose qui existe quelque part, qui interpelle notre conscience à ce que nous disons la vérité, au lieu de continuer d'être dans le mensonge. Le grand problème, c'est là. Le mal, c'est le mensonge. Un mensonge qu'on place aujourd'hui peut faire du scandale dans les millénaires après. Regardez tous les mensonges que nos ancêtres ont sémés hier. C'est nous que récoltons le fruit aujourd'hui. C'est ça. C'est pour cela que lorsqu'on parle de si l'histoire avait tort de rater mon existence, c'est parce qu'il y a eu un mensonge planté. C'est une ligne ratée de notre existence. Maintenant, le grand problème aujourd'hui, est-ce que nous qui sommes là actuellement, on doit continuer dans ce même mensonge pour faire perdre les sociétés à venir, ou on doit retirer, on modifie un peu le tir pour que les générations qui viendront soient un peu heureuses. Parce que nous avons la possibilité, nous en tant que vivants, de corriger le passé. Mais si nous continuons sur les mêmes bases, à être des machines, de quelques intelligences cachées dans l'ombre, c'est fini. Mais qu'est-ce que tu proposes alors? Qu'est-ce que je propose alors? Ouais. Comme je l'ai dit dans mon exposé, j'ai une petite expérience. Et vous aussi, vous avez une petite expérience. Si ensemble, on peut écrire le nouveau livre de notre histoire sur les bases de la vérité, je pense que ça pourrait résoudre les choses. Mais s'il n'y a qu'un livre qui est là, qui commande tout, et que tout le monde doit obéir, tout à l'heure, on sort d'une conférence où on jette toujours la responsabilité sur autrui. On ne veut pas comprendre que moi aussi j'ai une part de responsabilité dans cet échec. C'est ça le grand problème. Oui, alors allez-y. J'ai Votre une prénom? question à vous poser, Étienne. Étienne. Pensez-vous que l'histoire qu'on apprend aujourd'hui, j'entends dans les manuels scolaires, Oui. pensez-vous que, je dirais, cette version de l'histoire, on a raison de l'apprendre? Est-ce qu'on a raison de la diffuser et de la rendre obligatoire? C'est une bonne question. Si c'est le cas, est-ce qu'on a raison de la présenter comme étant la vérité? Alors là, je vais y répondre. Bonne question. Il me semble, moi, je suis assez critique sur la manière dont c'est enseigné. Je ne dis pas qu'il faudrait enseigner l'histoire, bien sûr. C'est important quand même pour nos racines, oui, etc. Alors déjà, effectivement, on nous enseigne l'histoire qui est l'histoire des vainqueurs. Donc il faudrait peut-être plus de diversité. Chaque fois qu'on prend un thème, il faudrait au moins 2 sons de cloche. Il y en a plus encore. Mais au moins 2 visions différentes. Faire une étude comparée différentes visions de l'histoire. Prendre aussi la vision... Si on voit la Seconde Guerre mondiale, pourquoi pas des Allemands ou des Japonais, pas la vision des Américains et des Français, ou c'est un exemple. Et puis peut-être aussi l'histoire peut être un peu lourde, les jeunes n'aiment pas toujours l'histoire. Est-ce qu'on leur fait apprendre ça? C'est plutôt dans la pédagogie. Est-ce que c'est pas sûr bien enseigné? C'est pas très bien enseigné. Moi je me souviendrai toujours, j'avais un très bon prof d'histoire, il y a longtemps, quand j'étais en seconde je crois, qui nous faisait faire des jeux de rôle. Il disait, alors il prenait des élèves, il disait toi tu seras la Russie, toi tu seras l'Amérique. Voilà, et puis alors, en général il prenait des pays qui avaient des noms masculins avec des garçons, des pays qui avaient des noms féminins avec des... La France c'était une fille, le Japon c'était un garçon, etc. Bon, comme ça, pour faire un jeu, et puis on faisait des relations, il faisait ça de manière ludique, on adorait l'histoire, quoi. C'était un jeu de rôle, quoi. Voilà, et on se sentait valorisé et on aimait l'histoire. Alors que si c'est dit comme ça, d'une manière, voilà, des dates qu'on met les unes après les autres, ça peut vite devenir ennuyeux, quoi, et puis on décroche, quoi. C'est une manière aussi de l'enseigner.
Alors il y a le problème des contenus, alors là c'est un vaste problème. Plus modestement, je dirais que c'était compliqué de tout remettre en question au niveau des contenus, mais au niveau de la méthode de l'enseignement, c'est plus simple. En fait, c'était sans même parler de remettre en question. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être plutôt cette histoire qu'on diffuse aujourd'hui, cette version de l'histoire, la réserver à ceux qui font la demande de l'apprendre? À partir de l'université, donc ceux qui vont faire la fac d'histoire. Et oui, donc, moi j'ai bien aimé les deux interventions. Si je résume un petit peu, bon, Anicet là semble suggérer une sorte d'éveil à la vérité. Bon, toi de ton côté, tu sembles suggérer peut-être un espoir qu'on arrive à une vision plus globale justement de l'histoire qui mêlerait un petit peu une vision de progrès et une vision de cycle. Bon, très bien. Moi, je pense que une chose là où l'histoire risque de faire rater mon existence, et c'est un peu nietzschéen, je pense, c'est dans cette idée de se dire que l'histoire s'accélère, mais en même temps, elle nous place dans des situations de plus en plus mécanistes. On est dans des systèmes de plus en plus complexes, où on a de plus en plus petite place, quoi, quelque part. Et même, on le voit bien pour les jeunes, trouver une place dans la société devient assez difficile. Il faut faire bac plus 7, 10, 12, etc. De plus en plus, pour s'insérer dans un système comme ça, de plus en plus complexe. Et puis, même les conflits internationaux, personne n'y comprend rien. On a du mal à en sortir, malgré les grandes institutions. Et c'est ce côté-là que Nietzsche avait en parlant de miniaturisation. Et je trouve que c'est là le plus douloureux, où l'homme a du mal à s'épanouir. C'est difficile d'être un héros aujourd'hui. On peut peut-être l'être beaucoup plus du temps d'Alexandre le Grand ou quelque part dans une savane africaine où on pouvait triompher de quelques rhinocéros, je ne sais pas. Mais non, je ne veux pas être du tout voilà. Non, c'est juste une image un peu amusante. Et c'est ça, moi je trouve, qui est la plus grosse difficulté actuelle pour trouver ça. L'histoire est un peu un rouleau compresseur, quoi, en quelque sorte. Et c'est ce côté-là, moi, que je trouve. Et je comprends Nietzsche d'un certain côté, c'est peut-être la source même de son angoisse et de sa fin tragique, peut-être, parce qu'il a peut-être énormément conscience de cette avancée d'un monde de plus en plus automatique, un petit peu. Voilà, où même les dirigeants sont des techniciens en fait, et puis il y a un manque d'envergure, quoi, et puis d'épanouissement. Alors bon, ça c'est une vision un petit peu pessimiste. Heureusement, peut-être par derrière, il y a des tas de façons de s'épanouir, mais voilà. Juste un mot pour te répondre. Nietzsche, effectivement, est un opposant. Il n'aime pas l'histoire. Il trouve que l'histoire, elle peut être dangereuse parce qu'elle va justement nous fossiliser. On ne va pas assez voir l'avenir. On va se ressasser, on va se rassurer avec le passé. C'est un peu ce que dit aussi Todorov dans Les abus de la mémoire, parce qu'on parle beaucoup de devoir de mémoire en ce moment. Le 13 novembre, on a une commémoration. C'est normal d'ailleurs, mais parfois ça peut être dans le trop de commémoration tue la commémoration, comme dit Todorov d'ailleurs, qui critique l'abus il est un peu nietzschéen, c'est un philosophe d'origine bulgare, et il trouve que finalement à trop ressasser le passé, ou même à trop faire son mea culpa au passé, on oublie l'avenir, on oublie les problèmes présents, puis c'est idéologique aussi, c'est la manière d'un pouvoir politique finalement de nous montrer que c'était pire avant, qu'on n'a pas à se plaindre, etc. Bon, c'est idéologique, évidemment. Il s'agit de serrer les boulons, on va souvent diaboliser le passé, justement. Il suffit de prendre le Moyen-Âge, je vais prendre cet exemple. Le Goff, il a réhabilité le Moyen-Âge, c'est un très grand historien qui est mort l'année dernière, Jacques Le Goff, d'origine bretonne, que j'avais d'ailleurs rencontré au Salon du Livre, à Vannes, il y a 2 ans. Jacques Le Goff a réhabilité le Moyen-Âge. Et maintenant, d'ailleurs, les universitaires américains, internationaux sont d'accord avec lui pour dire que c'est pas l'âge sombre, qu'il n'y a pas que l'Inquisition, les croisades, etc. Qu'il y a autre chose. Donc, c'est quand même un élan de spiritualité extraordinaire, les cathédrales, qui avaient plus de liberté qu'on le croit, y compris pour les femmes, etc. On a complètement diabolisé le Moyen-Âge. Ça, c'est l'idéologie robespierriste, certaines révolutions françaises. Pas tous les révolutionnaires, encore une fois. Certains révolutionnaires français ont diabolisé le Moyen-Âge. C'est un exemple de manipulation d'histoire. Mais voilà. Oui, alors, quand j'ai vu le sujet, là, c'était
c'est-à-dire l'opposition de la conception de l'histoire occidentale et orientale. Je me suis rappelé d'un texte que j'avais lu chez un écrivain français que vous connaissez peut-être, qui est Jules Romain, Oui. l'auteur des Hommes de notre volonté de Knock et Poil de des carotte. copains. Non, pas Poil de. Non, Jules Romain, pas Jules Renard. Ah oui, oui, Jules oui, Renard. oui, J'ai oui, confondu avec oui, Jules Renard, oui, autant oui, pour moi. oui, Jules oui. Renard, c'est Dr. Knox. Alors, parce que Jules Renard, non, c'est Jules Renard. on parle là d'une conception de l'histoire positive, mais en fait, c'est plutôt l'histoire, c'est plutôt un sujet de conflit, une sorte de foire d'empoigne. Je veux dire, ça mène plutôt à la guerre. On le voit très bien ce soir. Et donc, Tendu. et donc je vais vous lire, j'ai amené le texte là parce que je vais vous lire. Alors c'est un livre qui s'appelait Problèmes d'aujourd'hui, mais ça a été écrit en 1915. Donc après une année de guerre. Hein. Et voilà ce qu'il écrivait. Donc Jules Romain. Jules Romain, voilà. Alors, je prends le passage principal. Où il parle justement sur la guerre qui est en cours. Hein. Et c'était plutôt adressé aux Américains, en somme. C'est-à-dire, il s'agissait de faire comprendre aux Américains quel est l'état de l'Europe et Il tout fallait ça. bien nous aider d'ailleurs. Oui. Alors voilà, il écrit ceci. Et d'abord, comprenons bien la nature, le sombre génie de cette guerre. On la déclare essentiellement moderne. Moderne, certes, elle l'est dans ses procédés. On ajoute qu'elle l'est dans ses ressorts internes par ses causes. Les historiens systématiques n'auront pas de peine à montrer qu'elle a été le résultat inévitable des rivalités économiques. Elle est sortie de ce qu'il y a de plus moderne dans le monde matériel, de l'usine, du dock, du steamer. Elle en est sortie comme la fumée des grandes cheminées. Eh bien, je ne le crois pas. En dépit des apparences, et malgré certains éléments de vérité qu'une telle théorie peut contenir, cette guerre est anachronique. L'Europe de 1915 est en proie aux fantômes. De très vieux songes se sont emparés d'elle et l'ont dressée dans un délire de somnambule. Des songes dont plusieurs remontaient du fond des siècles. C'est une plaisanterie que de dire « les ouvriers se battent pour conserver de hauts salaires menacés par la concurrence économique ». C'est une mauvaise plaisanterie. Un homme ne quitte pas sa femme et ses enfants et ne va pas se faire trouer la peau pour éviter une hypothétique diminution de salaire de 25 pfennigs par jour. Et les grands brasseurs d'affaires, eux-mêmes, si dénués d'humanité qu'on les suppose, n'ont pas un intérêt évident à provoquer de tels cataclysmes. Ils savent trop bien que la guerre, c'est l'inconnu, que l'événement, une fois déclenché, ne se laisse pas maîtriser par personne et peut broyer ceux qui s'y attendent le moins. Non, de pareilles explosions ne sont pas le produit de la raison et du sang-froid calculateur. L'homme ne calcule pas si mal que cela. Ne l'accusons pas gratuitement de stupidité. Mais si l'homme calcule bien, il ne calcule pas toujours, et une foule de ses actes n'ont rien à voir avec le raisonnement. Comme l'a dit non sans profondeur un penseur contemporain, l'homme est un être qui a la faculté de se concevoir autre qu'il n'est. À cette faculté, il doit quelques-unes de ses joies, mais beaucoup de ses pires mésaventures. L'Européen actuel ne se conçoit pas lui-même comme Européen. L'unité foncière et vivante de l'Europe est masquée à ses yeux par les fantômes dont nous parlions. Il se bat pour des ombres dont la rhétorique des gouvernants et de certains littérateurs a réussi à draper l'inconsistance. Je connais même de bons esprits qui jugent le mal sans remède. L'Europe, disent-ils, ne peut pas être sauvée. Nous le craignons depuis longtemps, mais cette guerre nous enlève tout espoir. L'Europe est condamnée par une fatalité interne. Elle porte en elle un vice du sang, une sorte de maladie honteuse qui lui interdit toute grande pensée d'avenir et dont les crises de plus en plus violentes, sans réussir à la détruire, l'amèneront peu à peu à une lamentable sénilité. Cette maladie, c'est l'histoire.
C'est un des accents nietzschéens d'ailleurs. Hein. Comment? C'est un des accents tout à fait nietzschéens. Oui, c'est d'ailleurs... C'est un beau texte, effectivement. Intéressant. C'est de Christ, Jules Romain. Ouais. Beau texte. Donc, il était un des... Dans quel ouvrage là? Oh, c'est un ouvrage Problème d'aujourd'hui. qui s'appelait Problème d'aujourd'hui à l'époque, qui a été écrit en 1915, mais C'est actuel. c'est toujours actuel et voilà, L'histoire se trouvais, répète. Pour montrer que le culte de l'histoire est dangereux. voilà. Il peut nous rendre passéistes et qui va nous faire vieillir plus vite que... Alors, Voilà, c'est une sorte de décadence, comme dirait Nietzsche. Le culte de l'histoire mène à la décadence. Quoi. Voilà. Dire les choses rapidement. alors sinon, Toynbee, dont tu as parlé, et dont il était question, évidemment, pour moi, c'est ce qui est marquant chez lui, donc, justement, c'est qu'il voit les constantes. Hein, voilà. Par exemple, il a trois idées principales, c'est-à-dire le retour de ce qu'il appelait Volkerwanderung, hein, c'est-à-dire les mouvements des peuples. Hein. De temps en temps, on a appris ça justement en histoire, les peuples de la mer, les invasions barbares, etc., les Mongols, tout ça, l'établissement d'États universels et de religions aussi universelles. Voilà, donc l'histoire tournait autour de ça selon les civilisations, et puis il y avait des civilisations qui disaient avorter. Comme il disait par exemple un certain christianisme irlandais n'avait pas été jusqu'au bout de ça. Voilà, alors qui étudie l'histoire quand même de façon, la voie de façon cyclique, c'est quand même très intéressant. Toynbee. C'est passionnant. Je vous conseille d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, lisez La Grande Aventure de l'Humanité de Toynbee. C'est génial comme ouvrage. C'est un peu déconcertant parce que c'est pas une approche linéaire d'ailleurs. C'est un peu en randonnion, comme on dit, il y a des retours en arrière. C'est une manière d'écrire qui est assez orientale finalement, que je retrouve dans des ouvrages de maîtres asiatiques. Oui, puis il y a sa notion de défi qui est très importante. Hein. Oui, les défis, voilà.